Et dans l'actualité des idées aujourd'hui, du bûcher à MeToo, assiste-t-on à la revanche des sorcières avec la journaliste et essayiste Mona Chollet, auteure déjà de La tyrannie de la réalité, plaidoyer pour les rêveurs, puis de Beauté fatale, les nouveaux visages d'une aliénation féminine, et de Chez soi, une odyssée de l'espace domestique, deux essais parus chez Zone Édition. Elle publie aujourd'hui Sorcières, la puissance invaincue des femmes à la découverte, où elle rapproche chasse aux sorcières d'hier et misogynie d'aujourd'hui, où elle montre comment les représentations et préjugés continuent à façonner notre monde à l'heure où des féministes se réapproprient la figure littéraire et historique. Ne pourrait-on pas observer, voire réaliser un vrai renversement de cette figure de la sorcière? Bonjour Mona Chollet. Bonjour. C'est Halloween ce soir. Est-ce que vous allez vous déguiser en sorcière? Non, je suis d'une nature assez sobre, donc je crois que je vais m'abstenir. Vous allez vous abstenir. Vous racontez dans cet ouvrage, Sorcière, la puissance invaincue des femmes, votre fascination enfant pour certaines figures des contes, de la littérature pour enfants, ces figures de sorcières, comme Floppy le Redoux. Elle était dans le château des enfants volés de la Suédoise Maria Grippe, avec son large col, et vous la décrivez comme une femme d'envergure. C'est-à-dire que pour vous, même les plus inquiétantes sorcières de la littérature, de la sorcière de la rue Mouffetard à la Baba Yaga russe, vous dites qu'elles vous ont toujours plus fasciné que révulsé. Pourquoi? Oui, je pense que comme beaucoup de gens, j'ai d'abord été confrontée dans ma vie à des représentations fantasmatiques, fictionnelles de la sorcière, plus qu'à la figure historique en fait. Et parmi ces figures, évidemment, la plupart étaient négatives, mais c'est vrai qu'il y avait toujours un frisson assez agréable finalement dans leur côté effrayant, dans leur côté... je me demande si, même petite fille, on ne perçoit pas une forme de transgression chez elle, c'est-à-dire la femme ouvertement méchante, sans complexe, joyeusement laide. Enfin, je crois qu'il y a quelque chose, oui, finalement, d'à la fois terrifiant et séduisant dans toutes ces figures. Y compris dans la littérature, y compris dans la fiction, la sorcière était ou est encore déjà plus anticonformiste que la princesse dans sa manière de vivre et de se positionner dans le monde qu'elle habite. Ah oui, c'est certain, ouais, il y a une sorte de jubilation dans la méchanceté, la transgression. Ouais. La sorcière incarne la femme affranchie de toutes les dominations, écrivez-vous, de toutes les limitations. Elle est un idéal vers lequel tendre, elle montre la voie. Aujourd'hui, il faut dire que les enfants ont un peu moins peur des sorcières, un peu moins peur aussi de se déguiser en sorcier, sorcière, à l'occasion d'Halloween ou autre, avec une cape noire et un chapeau pointu, parce que c'est une figure en vogue qui a été notamment popularisée par la pop culture. On peut penser à Harry Potter, à des séries aussi comme Charmed ou Buffy, Mhm. qui ont rendu cette figure plus sympathique, plus accueillante qu'elle ne l'était hier, Mona Chollet. Oui, c'est vrai, il y a une recrudescence, il y a une sorte il y a Sabrina aussi qui vient de débarquer sur les écrans. Moi, ce qui me frappe, c'est peut-être que malgré tout, les héroïnes les plus populaires qu'on voit aujourd'hui ont certaines limites, c'est-à-dire qu'elles sont c'est toutes quand même des jeunes femmes assez jolies, blanches. Enfin, il y a peut-être... Moi, j'avoue que je suis toujours un peu frustrée, j'attends toujours de voir un très beau personnage de vieille sorcière positive à l'écran. J'aimerais beaucoup ça, en fait. Mais je crois que il faut un peu passer sous les fourches codines des critères dominants pour voilà, quand on veut produire une fiction populaire encore aujourd'hui. Néanmoins, pourquoi la culture, selon vous, mainstream, comme on dit, s'est réappropriée cette figure? Ouais, bonne question. Je crois que la réappropriation, c'est d'abord faite par des figures féministes à travers les âges, enfin des femmes qui sont allées exhumer cet épisode des chasses aux sorcières en Europe, qui ont réclamé justice aussi, et puis qui ont retourné cette figure ultra négative. C'est-à-dire qui était en fait un condensé de tout ce qui était considéré comme haïssable chez les femmes et qui l'ont retourné pour en faire au contraire une force de défi et d'affirmation. D'ailleurs, il y a quelques croisements assez intéressants entre culture populaire et féminisme, c'est-à-dire il y a par exemple ce personnage d'une activiste américaine qui s'appelait Matilda Joslyn Gage qui a écrit un traité
À ma connaissance, c'est la première à avoir fait une lecture féministe de l'histoire des chasses aux sorcières. C'était à la fin du 19e aux États-Unis. Et donc elle-même a écrit sur le sujet. Je crois qu'elle se considérait elle-même comme une sorcière. Elle militait contre l'esclavage, pour les droits des Amérindiens. Et par ailleurs, elle est elle-même devenue un personnage de sorcière puisqu'elle était la belle-mère de l'auteur du Magicien d'Oz. Et son beau-fils en a fait le personnage de Glinda dans le Magicien d'Oz, qui était probablement le premier personnage positif dans la culture populaire. Et vous vous rappelez, moi je ne savais pas, honnêtement, j'avais oublié ou j'ai jamais su, mais cette revue Sorcière qui a été publiée en France à la fin des années 70 par des féministes, on y retrouvait notamment Hélène Sixous, Marguerite Duras, Julia Kristeva, Nancy Houston et tant d'autres. Ça, c'était au tournant des années 80 et ça a fait partie aussi, avec cette chanson d'Anne Sylvestre que vous citez, Une sorcière comme les autres, d'un répertoire, d'une bibliothèque féministe qui déjà se réappropriait cette figure de la sorcière. Aujourd'hui, les sorcières sont partout, racontez-vous, pas simplement le jour d'Halloween, pas seulement dans les livres d'enfants. Est-ce que, à vos yeux, la malédiction n'a pas disparu? Est-ce que le malentendu reste entier aujourd'hui? Je crois que oui, malheureusement, assez largement. Je crois que j'ai été assez surprise parce qu'il m'a fallu moi-même écrire ce livre pour mesurer en fait à quel point probablement on refoule encore l'aspect historique et réel de ce qu'ont été les sorcières, ou plutôt les femmes qui étaient accusées d'être des sorcières, puisque souvent elles-mêmes ne se définissaient pas comme telles à l'époque. Finalement, j'ai été assez surprise et effrayée de trouver cette réalité très sinistre et de découvrir la dimension très misogyne qui était à l'œuvre à l'époque, puisque c'était quand même massivement des femmes qui étaient visées par les procès et exécutées. Je crois qu'il y a plusieurs... On essaie toujours un peu de tenir cet épisode à distance. On a du mal à envisager qu'il a été réel, en fait, que ça n'était pas... Enfin, comme il reposait sur des accusations complètement délirantes, qui étaient le vol sur un balai, le sabbat, c'est comme si... ces éléments imaginaires nous avaient fait oublier que les procès, eux, avaient été réels et que les persécutions avaient été réelles et avaient concerné des dizaines de milliers de personnes pendant plusieurs siècles, en fait. Et je crois que, notamment, enfin, on fait souvent l'erreur de penser que ça s'est passé au Moyen-Âge, alors qu'en fait, c'est la Renaissance. Donc, c'est un épisode qui a été constitutif du monde moderne dont on est si fier aujourd'hui, c'est-à-dire le monde éclairé, humaniste. C'est un peu un envers du décor dérangeant, finalement, de cette évolution historique. Et puis, sorcière, c'était une accusation facile pour mettre de côté toutes les femmes qui ne plaisaient pas à l'époque, pour des raisons que vous déclinez et dont on va reparler tout au long de cet ouvrage. La chasse aux sorcières, qui était donc un sport assez prisé au XVIe et au XVIIe siècle, jusqu'au procès en sorcellerie. Qui étaient ces femmes, en fait, qui étaient accusées de sorcellerie, qu'on traînait au bûcher? Pourquoi est-ce qu'on les a tant diabolisées? En quoi elles gênaient? Potentiellement, c'était à peu près n'importe qui. C'est-à-dire qu'il y a eu évidemment les guérisseuses qui étaient un peu les seuls médecins du peuple à l'époque, qui exerçaient depuis toujours sans être particulièrement inquiétés et qui, peu à peu, ont commencé à être associés au diable et à être pourchassés et exécutés. Donc voilà, elle, c'était un cas peut-être un peu particulier, mais au-delà de ça, je crois que n'importe quelle femme qui dérangeait, qui parlait un peu trop haut, qui donnait son avis de manière un peu trop véhémente, ou n'importe quelle gêneuse, c'est-à-dire ça pouvait être des maris qui voulaient se débarrasser d'une épouse ou d'une maîtresse, enfin potentiellement n'importe quel ennemi que vous pouviez vous faire dans la société pouvait vous dénoncer comme sorcière. D'ailleurs, on s'aperçoit qu'il y a eu beaucoup... Enfin, je suis tombée sur au moins 2 histoires deux cas où c'était des femmes qui avaient dénoncé un viol et qui ont été en retour accusées de sorcellerie et exécutées. Donc oui, il y a un certain écho avec l'époque actuelle peut-être. Donc je pense que ce qui me paraît très frappant là-dedans, c'est aussi d'imaginer comment ça a dû complètement remodeler les comportements féminins, c'est-à-dire ça a dû être une arme de terreur extrêmement efficace, puisqu'il s'agissait de faire profil bas, de ne pas attirer l'attention, de surtout ne pas déclencher cette espèce d'engrenage dont on avait très peu de chances de sortir en fait une fois qu'on y était. Starhawk, ou le savoir des guérisseuses contre la science.
Nous faisons partie de la Terre. Nous sommes des créatures naturelles. Quand nous avons l'occasion d'être dans la nature, elle nous rappelle à qui nous sommes au plus profond de nous. Il y a aussi cette énergie que nous recevons du monde naturel, qui selon moi renouvelle notre énergie quand nous n'avons pas le moral ou que nous sommes malades. Ce sont des forces vitales élémentaires qui se trouvent autour de nous dans la nature. Elles sont puissantes, guérissantes et nourrissantes. Je pense que c'est aussi important parce qu'aujourd'hui, le monde naturel est menacé. Il y a tellement de destruction. Je pense qu'il faut avoir une relation personnelle avec la nature, parce que c'est ce qui nous informe quand nous essayons de guérir le monde, quand nous essayons de protéger la nature. Nous ne pouvons pas faire cela avec la simple idée abstraite que la nature est bienveillante. Nous avons besoin d'avoir un lien personnel avec elle. Voilà, vous racontez, Mona Chollet, comment cette chasse aux sorcières a permis aussi aux médecins, à ceux qui avaient entre leurs mains le savoir, pensait-il, leur a permis d'éliminer la concurrence des guérisseuses. Il y a aujourd'hui cette tentative pour certaines femmes, cette envie de se reconnecter à la nature, et ça veut dire aussi de briser, de casser ce qui peut être cette domination du masculin sur ce savoir-faire, sur cette science aussi et cette médecine plus froide. Mhm. Oui, je crois que cet épisode a eu un effet qu'on ressent encore très directement aujourd'hui sur la manière d'envisager le corps, d'envisager le soin. Je crois que ça a été, la répression des guérisseuses a probablement ouvert la voie à une médecine plutôt qui a un rapport plutôt très agressif aux patients, en fait, avec aussi peut-être cette division des rôles entre médecins et infirmières, c'est-à-dire que c'était deux rôles que les guérisseuses, elles, assumaient dans leur ensemble, en fait, c'est-à-dire que le soin quotidien des patients et le diagnostic et le traitement n'étaient pas dissociés. C'était un ensemble qui, je crois, permettait aussi d'envisager le patient comme une personne à part entière, d'avoir un contact avec lui en tant qu'être humain global et pas comme mécanique à réparer ou moi, j'ai le souvenir souvent d'avoir été confrontée à des médecins qui parlaient de moi comme si j'étais pas là, et ça m'a toujours frappée d'être un peu, cette impression de dissociation, en fait. Donc je reste assez rêveuse en imaginant quelle serait la médecine, comment serait la médecine aujourd'hui, quelle serait notre médecine aujourd'hui s'il n'y avait pas eu cette répression et cette chasse aux sorcières. Mais domestiquer la nature allait de pair avec ce contrôle que les hommes pouvaient exercer sur la femme, ou en tout cas celles qui avaient ce pouvoir de la nature entre leurs mains, les guérisseuses. Oui, je crois que c'est la théorie de l'écoféminisme qui me paraît très intéressante, c'est-à-dire l'idée non pas qu'il y aurait un lien consubstantiel entre les femmes et la nature, qu'elles seraient naturellement plus proches de l'environnement ou des choses comme ça. Je crois que c'est pas du tout ça le propos, c'est plutôt l'idée de montrer que finalement la domination des femmes et la domination de la nature sont allées de pair. D'ailleurs, les femmes ont été renvoyées du côté de la nature, les hommes étant plutôt du côté de la culture. Et ce que disent les écoféministes, c'est que si on veut se débarrasser de la domination masculine en tant que femme et en tant que féministe, il faut penser les deux ensemble, en fait. Penser aussi à l'espèce de partage des valeurs qui s'est opéré à cette époque. Sinon, on reste à la moitié du guet, en fait. On ne fait pas complètement le travail de revisiter cette histoire. Ouais. Vous racontez que cette chasse aux sorcières, et c'est ce que vous montrez aussi, a été en réalité une vraie guerre contre les femmes qui se retrouvent aujourd'hui encore aux origines de la misogynie qui peut avoir lieu, de la haine qui a pu se produire contre des femmes, et notamment contre cette figure de la femme indépendante qui ne serait pas dépendante en tout cas de son mari, ni de ce que la société attend d'elle en termes de procréation. Est-ce que vous retrouvez ces préjugés de l'époque aujourd'hui dans les débats qu'on peut avoir autour de la contraception, autour aussi de la question de l'avortement? C'est particulièrement frappant aux États-Unis à l'heure actuelle, je pense. Enfin, ce qui ne veut pas dire que c'est en jeu seulement là-bas, mais c'est particulièrement flagrant. C'est-à-dire, on voit bien comment aujourd'hui, on voit réapparaître aux États-Unis des groupes qui se réclament d'un groupe militant des années 70 qui s'appelait Witch
Women's International Terrorist Conspiracy from Hell, donc conspiration féministe terroriste venue de l'enfer, donc avec l'acronyme WITCH. Et on voit ces groupes sorcières, et on voit ces groupes réapparaître dans certaines villes aux États-Unis et lutter, en particulier manifester pour le droit à l'avortement. Je me souviens d'avoir vu une banderole qui disait les conservateurs américains crucifient les droits des femmes depuis le XVIIe siècle. Et c'est assez vrai, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il y a de nouveau une bataille complètement archaïque qui se joue avec des personnages ouvertement misogynes, enfin comme Donald Trump, comme Brett Kavanaugh qui vient d'être élu à la Cour suprême. Enfin, Kavanaugh a vraiment un aspect totalement. Enfin, il évoque les puritains des chasses aux sorcières, des procès à Salem. Enfin, tout d'un coup, on a l'impression de voir d'être téléporté, catapulté dans le temps et de se retrouver de nouveau face à une forme de pouvoir extrêmement violent, misogyne, oppresseur. Mais ça raconte d'ailleurs, c'est peut-être plus anecdotique, mais c'est assez révélateur, cette affaire qui a été du sort, qui a été lancée par des sorcières contre Donald Trump et Brett Kavanaugh. Ouais. Au moment où il a été blanchi de ses accusations d'agression sexuelle et nommé à la Cour suprême américaine, des dites sorcières se sont réunies dans une librairie à New York pour leur jeter un mauvais sort et surtout pour révéler, c'est ce qu'elles disent, ce qu'ils sont réellement, les évincer ou du moins les discréditer. Donc là, c'est aussi une sorte de réappropriation par les femmes d'aujourd'hui de cette figure Oni de la sorcière et non pas une perception de la sorcière comme victime, mais d'essayer d'en refaire une figure de femme forte contre les hommes, ou contre les inégalités en tout cas. Oui, à l'époque, je crois qu'il y avait une terreur sincère face aux femmes qu'on pensait être des sorcières. Donc, aujourd'hui, revendiquer cette figure, c'est une manière de prendre cette terreur au mot et de décider qu'on va se dresser contre ce pouvoir archaïque qui ressurgit en endossant une figure, elle aussi, archaïque. Et c'est assez drôle parce que j'ai vu qu'une des organisatrices du sort contre Kavanaugh, donc du coup ça se fait dans une librairie féministe à Brooklyn, c'est quand même assez, c'est comique. Et elle disait, le simple fait qu'on fasse ça, qu'on se réunisse pour jeter un sort à Kavanaugh, ça terrorise complètement les chrétiens fondamentalistes. Et rien que pour ça, on aurait tort de se priver. Et c'est vrai que du coup on voit s'organiser des séances de prière pour justement en réaction, pour protéger Kavanaugh ou Trump contre les sorts jetés par les sorcières. Oui, on est dans une atmosphère un peu étrange. Un peu particulière. Et c'est à double tranchant parce qu'en même temps, ce stigmate de la sorcière, il est encore et souvent renvoyé contre des femmes fortes, des femmes décisionnaires. On l'a entendu au moment de la campagne présidentielle de 2016 aux États-Unis contre Hillary Clinton, qui a été comparée à une sorcière. Et vous racontez comment on a aussi ressorti la musique du magicien d'Oz, le Ding Dong, The Witch is Dead, au moment de cette campagne-là. Ça avait été utilisé aussi contre Margaret Thatcher. Oui, je crois qu'on peut n'avoir aucune sympathie pour ce que représente Hillary Clinton ou Margaret Thatcher politiquement, mais là, on est dans un autre registre, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas attaquées en tant que femmes politiques défendant des idées particulières, elles sont vraiment attaquées en tant que femmes qui s'aventurent sur un terrain où on veut leur signifier qu'elles n'ont rien à faire. Et oui, je crois que la figure de la sorcière sert vraiment à les discréditer, à les attaquer en tant que femmes. Ouais. Encore aujourd'hui? Oui, encore aujourd'hui, bien sûr. Mais comment cette figure peut ressurgir aussi pour stigmatiser une personnalité? Pourquoi? Ça, je crois que c'est propre aux États-Unis, peut-être parce qu'ils sont toujours dans un imaginaire plus religieux que nous, d'une manière générale, dans leur vie publique. Donc c'est une accusation qui peut-être ressort plus facilement. Et puis, autant j'ai l'impression qu'en Europe, l'histoire des chasses aux sorcières est très présente sous la surface, mais un peu refoulée de manière presque inconsciente. Autant aux États-Unis, ça reste très vivace. Le souvenir de Salem, par exemple, Salem est devenu un lieu touristique aujourd'hui. C'est quelque chose qui continue de hanter l'imaginaire américain. Et oui, effectivement, je me souviens aussi je crois que c'était Pat Robertson, un prédicateur qui avait lancé cette tirade célèbre il y a quelques années où il disait que le féminisme encourageait les femmes à quitter leur mari, à devenir lesbiennes et à pratiquer la sorcellerie. Donc oui, c'est un mot qui leur revient très facilement aux lèvres, peut-être plus facilement qu'à nous.
Mona Chollet est notre invitée à l'occasion de la parution de son essai Sorcière, la puissance invaincue des femmes, qui paraît donc en ce moment chez Zone Édition. France Culture, il est 13h16. France Culture. La grande table. Olivia Gesbert. À travers cet essai, Mona Chollet, vous avez écrit et dit aujourd'hui vouloir explorer aussi la postérité de ces chasses aux sorcières, alors aux États-Unis dont on a beaucoup parlé, mais aussi en Europe, à travers quelques stéréotypes, préjugés qui ont la dent dure contre les femmes aujourd'hui. On va revenir sur le corps des femmes, mais il y en a un qui persiste aujourd'hui, c'est la représentation qu'on peut avoir de la femme vieille. Je voulais rouvrir avec vous là-dessus, et avec le témoignage d'une militante féministe, Thérèse Claire, qui a cofondé la maison il y a quelques années des Baba Yaga, ou Comment vieillir autrement. J'ai pensé qu'avec d'autres, la vieillesse pourrait être un moment, un très très beau moment de la vie. Je prétends que la vieillesse est un très beau moment de la vie. Ça n'est pas une pathologie, ça n'est pas un naufrage. La vieillesse est un bel âge, si tant est qu'on puisse le vivre en bonne santé et en bonne compagnie. Nous allons donc vivre chez nous. Et puis, nous avons en bas un spa de 12 places d'eau bouillonnante dans lequel on va un peu rénover nos vieux corps, si on peut le faire. On va faire de la gymnastique en eau chaude et en eau bouillonnante, et on invitera les copines, bien entendu, du quartier, de manière à faire vraiment une communauté de vieilles dames extrêmement gaies. Comment, Mona Chollet, cette image très négative de la femme vieillissante est née de cette période pour vous des chasses aux sorcières, des procès en sorcellerie? Comment les préjugés ont pu émerger de ce temps-là? De fait, il y a eu énormément de vieilles femmes qui ont été ciblées par les chasses aux sorcières. C'est-à-dire que c'est une époque où où la vieille femme commence à être perçue comme une menace. Alors, je crois que dans une certaine mesure, c'était lié aussi à des raisons économiques, c'est-à-dire que c'est une période où il commençait à y avoir une prolifération de vieilles mendiantes, et ça a été aussi une manière de se débarrasser de ces espèces ces femmes qui étaient considérées comme des bouches inutiles à nourrir. Et je pense que la vieille femme incarne vraiment la femme inutile, entre guillemets, c'est-à-dire la femme qui vit pour elle-même, c'est-à-dire elle peut plus procréer, donc elle n'est pas utile sous cet aspect-là. Elle est plus considérée comme agréable à regarder, donc elle peut être veuve, donc elle a aussi une indépendance qui commence à déranger. Et puis elle a acquis une expérience et peut-être une audace avec l'âge qui commence à être perçue comme dérangeante et menaçante. Et je crois qu'aujourd'hui encore, on voit bien qu'on reste complètement dans ces représentations où ce qui est valorisé chez les femmes, c'est plutôt un caractère frais, ingénu, et les signes physiques qui dénotent ce caractère ingénu, alors qu'au contraire, chez un homme, on valorisera plus la maturité et l'expérience. Enfin, l'expérience reste perçue de manière extrêmement différente chez les hommes et les femmes aujourd'hui encore. C'est le trait classique, elle a dû être belle avant, ou elle était belle avant quand elle était jeune, hein, comme si on imagine qu'une femme passée 50 ans ne pouvait plus être aussi séduisante, alors que pour les hommes, effectivement, l'âge, la maturité est plutôt une valeur positive. Oui, c'est-à-dire qu'après, évidemment, les hommes peuvent aussi souffrir de vieillir, mais de voir leur corps se détériorer, je pense que de ce point de vue-là, les hommes et les femmes sont logés à la même enseigne, mais le regard social sur leur vieillissement est très différent. Et je crois que c'est vraiment très frappant de voir comment à l'époque, que ce soit les peintres ou que ce soit les poètes, Ronsard, du Bellay, ou que ce soit Erasme par exemple, qui est quand même une figure qui reste tellement centrale dans notre culture, ont eu des discours absolument atroces sur les vieilles femmes, des discours haineux. Il y a vraiment un dégoût très violent de la vieille femme qui je crois s'est perpétué, qui nous a été légué jusqu'à aujourd'hui, qui s'est transformé
Voilà, qu'on pense aux sorcières de Walt Disney, qui sont des vieilles femmes totalement effrayantes. On est tous marqués par ça, je crois. Du coup, c'est pas anodin quand Thérèse Claire, avec d'autres, crée cette maison des Baba Yaga, en jouant aussi sur ce terme, Baba Yaga, qui était la sorcière des contes russes, et non pas Baba, la grand-mère uniquement. Donc, cette idée d'ensorceler la figure de la vieille dame, quand elle crée cette maison qui peut être un refuge pour les femmes, les vieilles dames, une sorte de maison de retraite idéale où on pourrait continuer à vivre, y compris dans l'âge venant selon certaines valeurs. Il y a un retournement de cette figure de la part de Thérèse Claire en appelant cette maison de cette manière-là pour vous. C'est une autre forme de réappropriation. Oui, complètement. Et puis elle l'a fait avec beaucoup d'humour. Enfin, je crois qu'elle avait aussi organisé un défilé de mode où c'était seulement des vieilles femmes qui défilaient. Elles avaient appelé ça le Festival des Cannes. Et voilà, elle a été. Je pense qu'elle a été la première, peut-être avec Benoît de Groux, qui aussi a parlé de cette question du vieillissement. Enfin, je crois que toutes les deux, elles ont été des pionnières dans le féminisme français pour amener cette question sur le devant de la scène. Est-ce que vous voyez dans le mouvement MeToo, Mona Chollet, qu'on célèbre aujourd'hui, enfin dont on célèbre les 1 an, entre guillemets, ou commémore si vous préférez, est-ce que vous voyez dans ce mouvement MeToo une revanche des sorcières ? J'aimerais bien. Malheureusement, je crois on s'aperçoit peut-être avec 1 an de recul que ça reste extrêmement compliqué. C'est-à-dire qu'il y a quand même énormément de défaites. Enfin, on parlait du procès Tron aux nouvelles juste avant. On a bien vu le fiasco qui a été le premier procès. Enfin, on a l'impression qu'à partir du moment où il s'agit d'obtenir concrètement des décisions de justice, ça devient beaucoup plus compliqué. On voit bien, aujourd'hui, Trump a été élu, Kavanaugh a été élu. Enfin, finalement, c'est vrai que les accusatrices osent parler, mais le retour de bâton qu'elles se prennent est toujours extrêmement violent. Et puis concrètement en France, on a une association qui s'occupe de défendre par exemple les femmes harcelées au travail, qui n'a aucun moyen, qui est totalement débordée, la VFT ou la VTF, je ne sais jamais. Donc il y a une sorte d'amertume aussi, je crois, très forte à s'apercevoir que concrètement, peut-être que ces récits sont plus présents, enfin que les dénonciations sont plus présentes, mais qu'il y a une sorte d'effet d'étranglement, enfin de goulot d'étranglement dès qu'il s'agit d'obtenir une décision de justice, par exemple. Cette formule, cet appel à libérer la parole a pour vous été surtout une sorte de formule magique, ou vous y voyez quand même une manière de déjouer le mauvais sort dans cette libération de la parole ? Non, je crois qu'il y a eu quelque chose de très puissant quand même. C'est-à-dire, ça a été très... Enfin, je crois que ça a produit un double effet. Il me semble que d'un côté, ça a été absolument sinistre par certains côtés, parce que ça a vraiment révélé l'envers du décor. C'est-à-dire, tout d'un coup, on a été confronté à l'image de notre société, de notre monde, tel que les femmes le vivent. Y compris, je crois qu'on a pu voir aussi le polissage de cette violence qui est fait en permanence, y compris par les industries culturelles où ces affaires ont éclaté en premier lieu. C'est-à-dire, moi j'ai été très frappée par le témoignage d'Uma Thurman qui racontait un peu l'envers du décor du tournage de Kill Bill, où elle est censée incarner une héroïne féministe invincible et où de fait derrière il y avait un tournage où elle a été maltraitée, exposée à des risques démesurés. Je pense on voit surgir tout d'un coup une autre réalité en fait qui naît de cet ensemble de récits, en fait, de ce cœur de récits féminin. Et en même temps, il y a aussi une force qui se dégage de ça et une solidarité qui sont assez galvanisantes et qui font. Il y a vraiment un double effet, je crois. Si la chasse aux sorcières perdure à travers ses préjugés et ses représentations jusqu'ici, Mona Chollet, est-ce que vous pensez que la figure de la sorcière peut devenir aussi un modèle de lutte aujourd'hui ? Je vous propose d'écouter encore un témoignage, celui de la professeure de sciences politiques Camille Froide-Vaumétry, auteure de Le corps des femmes, la bataille de l'intime. Elle réagissait autour de cette grande table à l'appel des youtubeuses et au choix des femmes qui renoncent aujourd'hui ou qui font le choix de renoncer à la pilule.
Je crois qu'il s'agit simplement d'une des conséquences du mouvement d'émancipation qui consiste pour les femmes à considérer que dans les domaines corporels qui les concernent au plus près, elles ont désormais, et c'est une chance inouïe, et je parle évidemment uniquement des femmes occidentales, elles ont désormais la possibilité de faire tous les choix possibles, que ce soit donc dans leur rapport aux moyens de contraception, dans leur rapport à la maternité, à la sexualité. Et quand on est féministe, je crois que la cohérence impose que l'on respecte ces choix que font les femmes, sans discriminer tel ou tel au motif qu'il serait peut-être soit régressif, soit à côté de la plaque féministe. Ce qui importe, une fois encore, c'est de prendre la mesure des avancées qui nous permettent précisément d'être libres par rapport à toutes ces questions. Le corps, l'intime, cette réappropriation, c'est la nouvelle bataille aujourd'hui. Et peut-être que du bout de leur baguette, c'est aussi ce que les sorcières nous indiquent comme chemin. C'est un nous féminin, mais collectif. Oui, je crois qu'on mesure... moi, j'ai l'impression de le prendre vraiment en plein visage en travaillant sur cette histoire de chasse aux sorcières, c'est-à-dire à quel point il y a aussi une haine du corps féminin qui s'exprimait à l'époque, qui est particulièrement visible justement dans le cas des vieilles femmes, dans le dégoût inspiré par... Mais d'une manière générale, le côté... les femmes sont traitées comme si elles étaient les seules à avoir un corps et donc à incarner une espèce de nature un peu répugnante. Et je crois qu'on en est encore là aujourd'hui. Finalement, on a encore besoin de se libérer et de s'entourer d'images positives. Enfin, tout le mouvement autour des règles aussi, de la réhabilitation des règles, le refus d'avoir honte de ces règles, me paraît tout à fait significatif de cette tendance. Ouais. Parce que là encore, c'était ce qui était stigmatisé hier. Oui, d'une manière générale, tout ce qui a trait au corps féminin est toujours censé être légèrement répugnant, pour pas dire plus. Donc... oui, d'ailleurs c'est souvent lié à la sorcellerie parce qu'il y a la question, aussi de réhabiliter peut-être une dimension, c'est-à-dire de faire le lien avec les cycles de la lune. Je crois que c'est pas forcément un hasard, c'est-à-dire de réintroduire pour certaines une forme de sacré dans la vision du corps, qui est aussi une manière de le réhabiliter, de se le réapproprier, d'en être fier. Du sacré au païen ou au spirituel. Dernière question, Mona Chollet, est-ce que ce retour des sorcières s'explique aussi, à vos yeux, par un besoin de faire de cette figure des sorcières, un besoin de faire appel à la magie dans un monde dont on dit que le religieux est aussi en train de reprendre racine? Est-ce qu'il y a cette envie d'y opposer une spiritualité autre face à des préceptes catholiques, chrétiens notamment, si on pense aux États-Unis, qui sont de plus en plus réaffirmés? Je ne sais pas si je le dirais vraiment à un désir de religion, parce que c'est une pratique certes spirituelle quand elle est vécue comme ça, mais très libre, c'est-à-dire qu'il peut éventuellement s'ajouter à une autre confession, une autre culture, c'est-à-dire qu'il y a des sorcières juives, musulmanes, chrétiennes, qui en plus se déclarent sorcières. Et moi, j'y vois plutôt un besoin d'une spiritualité très libre, c'est-à-dire sans doctrine, même les rituels sont un peu bricolés de manière totalement décomplexée. Et je crois qu'il y a plutôt peut-être un besoin de se reconnecter à la nature environnante, c'est-à-dire on voit bien le lien très important au cycle de la lune, je l'ai déjà dit, aux plantes, aux cristaux, le besoin d'être dans la nature dont Starhawk parlait dans l'extrait que vous avez diffusé. Je crois que c'est plutôt la conscience qu'on a un rapport très troublé et problématique à la nature, en tant que l'humanité a un sérieux problème de ce côté-là, et la volonté de retrouver une connexion de ce côté-là. Ouais. C'est Halloween ce soir. En quoi allez-vous vous déguiser? Sorcière, la puissance invaincue des femmes. Merci beaucoup, Mona Chollet, d'être venue autour de cette grande table.